messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission de vos amants. Nous recevons aujourd'hui le ministre Jean-Richard Bruno Itouah, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur. Avec lui, nous parlerons de la numérisation de l'université Marien Ngouabi et de l'enseignement supérieur au Congo. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, quel regard portez-vous sur l'enseignement supérieur au Congo ? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je voudrais aussi vous remercier de maintenir cette émission, qui est un très bon espace, un très bon moment d'échange. On est heureux qu'il y ait ce genre d'initiative dans le pays. Je suis heureux également de pouvoir communiquer un peu sur l'enseignement supérieur, dont j'ai la charge depuis quelques mois maintenant. Le regard que je porte sur l'enseignement supérieur, il est complexe. Il est complexe, c'est à la fois un honneur d'être le ministre de l'enseignement supérieur. On dit bien enseignement supérieur, donc c'est le niveau le plus élevé de notre système éducatif, celui qui doit permettre à ce pays de disposer de cadres de haut niveau, celui qui doit fournir à ce pays l'élite dont il a besoin pour se développer et atteindre les objectifs ambitieux, de dépasser même le cap de l'émergence, de devenir un pays développé. C'est donc une lourde responsabilité. Vous élaborez un projet, un étudiant, une tablette. En quoi consiste ce projet? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de numériser l'université Marien Ngouabi? Non seulement je crois que c'est possible, mais j'ai même décidé de lancer ça. C'est au budget 2016, rectifié, ce sera au budget 2017. L'organisation est en train de se mettre en place, on a un comité de pilotage. Nous sommes déjà en train d'examiner les dossiers d'appel d'offres. Les entreprises viennent acheter des dossiers d'appel d'offres et donc on ne va pas tarder, bientôt je pense, à attribuer un certain nombre de lots à des entreprises et je peux vous dire qu'il y a affluence. En quoi ça consiste? Eh bien, à mettre le numérique au centre de l'enseignement supérieur. C'est même pas seulement Marien Ngouabi. C'est Marien Ngouabi aujourd'hui, c'est le ministère, c'est Denis Sassou Nguesso demain, c'est aussi l'enseignement supérieur privé qui doit aussi être pris en compte. Et puis ensuite, je vous l'ai dit, les pôles universitaires départementaux qui se mettront en place. Ça signifie l'accès généralisé à Internet, de haut débit, de bonne qualité, par le biais de la fibre optique. Et là où il y a la fibre optique, évidemment, il y a le Wi-Fi. Donc, partout où se trouvent des activités universitaires, publiques pour l'instant, puis on verra ensuite avec les privés, eh bien, il faut que Internet soit disponible. Chaque prof doit disposer d'un ordinateur. Ça d'ici 2017? Moi, je me donne 3 ans pour l'ensemble du projet, peut-être même 5 ans, mais enfin, il y a 3 ans déterminants. Ça va aller par étapes. Donc, pour les ordinateurs, pour ce qui concerne Internet à haut débit, c'est en cours de mise en place. Les câbles sont en train d'être posés, ça devrait être terminé mi-novembre ou plus tard, fin novembre. Nous aurons la fibre optique sur toute l'étendue de l'université et au niveau du ministère. Pour les ordinateurs aux professeurs, un généreux donateur avait déjà fait un don de 650 ordinateurs. Pour les enseignants, nous allons évidemment nous assurer que, compte tenu du nombre croissant d'enseignants, eh bien, tout le monde en aura un. Ça fait partie du projet. Pour ce qui concerne les étudiants, oui, l'objectif c'est que chaque étudiant ait ce qu'on appelle un terminal. Un terminal, c'est un ordinateur ou une tablette ou même simplement le téléphone portable. Les smartphones sont des terminaux magnifiques puisqu'on peut y regarder des films, on peut y voir beaucoup de choses, on peut accéder à Internet et ainsi de suite. Et là, nous avons décidé de choisir les tablettes. Donc, objectif à fin 2017, c'est que chaque étudiant, il y en a 33 000 à Marien Ngouabi, en arrondissant à 35 000, ait une tablette. Mais en attendant que tout le monde ait une tablette, nous allons créer des espaces partout. Nous allons créer des espaces communs, partagés, publics au sein de l'université, à partir desquels eh bien, l'étudiant qui n'a pas encore de tablette pourra venir se connecter et travailler, mais il peut aussi travailler sur son smartphone, sur son téléphone. Vous allez remettre les tablettes ou bien les étudiants vont acheter? Et s'ils vont acheter, pensez-vous qu'ils ont les moyens nécessaires de s'acheter une tablette, chacun? Alors la première tentation, quand on a commencé ce projet, c'était d'offrir les tablettes. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte que si on offre une tablette à un étudiant et qu'il revient un jour plus tard en disant qu'elle est tombée, elle est cassée, qu'est-ce qu'on fait? On redonne une autre. Et si une semaine après, il revient, elle est encore cassée. Ou elle est tombée dans l'eau, ou dans les toilettes, on redonne. Donc, probablement, nous demanderons une participation symbolique. On n'a pas encore fixé.
les étudiants et enseignants de l'université Marien Ngouabi font souvent la grève. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'université Marien Ngouabi? Alors moi j'espère que nous allons réussir ensemble, pas moi tout seul. Le ministre, le ministère, donc son cabinet, le rectorat de l'université, les enseignants et les étudiants. J'espère que nous allons réussir à trouver une solution pour qu'il y ait le moins de grève possible. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un désamour entre le gouvernement et l'université? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je crois qu'il y a, je vais dire le mot, il y a une question de modèle. C'est la façon dont aujourd'hui l'université fonctionne, qui la rend totalement dépendante du trésor public, qui est un modèle qui ne fonctionne plus et qui ne fonctionne pas nulle part. Qui ne fonctionne nulle part. Il faut absolument que, au-delà de l'effort que l'État doit continuer à faire pour soutenir l'enseignement supérieur public, pourquoi pas même le privé, il faut que l'université, comme d'autres l'ont fait dans d'autres pays, arrive à générer des ressources additionnelles. Et c'est possible. L'université a 3 fonctions principales. La première, c'est l'enseignement et la formation. La deuxième, c'est la recherche. La troisième, c'est ce qu'on appelle les services à la communauté. Dans ces 3 fonctions, l'université peut gagner un peu d'argent. L'enseignement, c'est difficile. Nous n'allons pas instaurer des frais de scolarité comme à l'école privée, comme dans les enseignements, dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur privés, parce qu'on est public, on est différent. Mais la formation, on peut, oui, facturer des formations ciblées aux entreprises, aux institutions. On peut facturer des formations à la carte. On peut facturer des formations spécialisées, pointues. Non pas aux étudiants encore une fois, mais aux organismes qui en ont besoin. Nous pouvons nous entendre avec des entreprises privées qui ont besoin de former pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant un certain temps, un certain type précis de profil. Et l'université peut fournir ça. Nous avons ce qu'il faut en enseignant, en compétences pour ça. Et ça peut être rémunéré. Dans la recherche, bien entendu, que la recherche peut générer des ressources. J'en viens depuis 4 ans. Et la recherche peut permettre d'aboutir à des découvertes, à des brevets. Et grâce à cela, oui, on a des ressources additionnelles. Les universités privées, les établissements d'enseignement supérieur privés ne reçoivent aucune subvention de l'État et arrivent à vivre. Et qui aujourd'hui est abandonnée à elle-même, selon certains observateurs. Non, ce n'est pas abandonné. Mais je vais vous dire, et je leur ai dit, donc je suis très à l'aise pour pouvoir le répéter ici, que l'enseignement supérieur privé a aussi un problème de modèle. Aussi un problème de modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ressources sur des établissements d'enseignement supérieur privés ne permettent pas de couvrir toutes les charges qu'elles auraient dû supporter. Donc, résultat, elles trouvent des solutions, elles arrivent à s'en sortir, parce qu'elles ne veulent pas augmenter les tarifs, parce que oui, ça poserait des problèmes de capacité budgétaire des Congolais, même s'ils ont envie de voir les enfants réussir dans ces conditions-là. Et donc aujourd'hui, nous devons travailler avec les universités privées, les établissements d'enseignement supérieur privés, pour améliorer le modèle. Beaucoup d'entre eux, de ces promoteurs privés, je le répète, je leur ai dit, se lèvent un matin, décident de créer une université ou un établissement d'enseignement supérieur privé, acquièrent un terrain, commencent à construire des salles de classe et ainsi de suite. Et quand ils ont fini tout ça, ils viennent voir le ministère en disant « Est-ce que je peux avoir l'agrément pour créer l'établissement ?» Et là, on leur dit « Mais vous savez, il y a des conditions à respecter, il y a des standards, il y a des normes, il y a des principes. Il faut qu'on regarde votre corps enseignant, il faut qu'on regarde vos programmes. » Et bien parfois, ils ne respectent pas ces normes, donc on ne donne pas l'agrément pour créer, même simplement pour créer, et évidemment ça devient un problème, il faut dépenser de l'argent. Parfois on donne l'agrément, d'accord, pour créer, et ensuite l'étape qui vient, c'est l'agrément d'ouverture. Donc ils finissent de construire, ils recrutent du personnel, ils mettent en place des équipements, des salles, peut-être des laboratoires. La direction générale de l'enseignement supérieur revient avec des équipes d'inspection. Et puis là, patatras, ils ne respectent pas non plus les normes. Alors souvent, parce qu'on est congolais, parce qu'on se rend compte que la personne a quand même investi, on lui donne un agrément provisoire et 10 ans après, n'a toujours pas respecté les normes et pendant 10 ans, à l'agrément provisoire. Nous allons essayer d'y mettre de l'ordre, non pas en fermant des établissements, non, je crois que ce ne serait pas une solution très raisonnable, mais nous allons travailler avec eux, y compris les aider, pour que, 1, ils respectent les normes, pour que 2, eux aussi,
eh bien, puissent s'assurer que leur modèle économique et financier est viable, qu'il fonctionne, que les ressources permettent de couvrir les charges, et nous verrons dans quelles conditions, tout en respectant les normes et standards. Donc c'est l'enjeu, parce que nous avons, en tout cas en ce qui me concerne, le discours est clair, j'ai besoin d'un enseignement supérieur privé de qualité, bien sûr. Les 16 000 étudiants qui sont là-bas sont des Congolais, dont j'ai la responsabilité, dont le Congo a besoin, de voir qu'ils deviennent demain des cadres compétents, des cadres pointus. On a intérêt à ce que cette alternative, ce deuxième pied de l'enseignement supérieur fonctionne et fonctionne bien. Moi, je serais heureux que de l'enseignement supérieur privé sortent des établissements d'excellence dont nous serions fiers et que nous ayons ainsi la possibilité d'offrir aux Congolais deux alternatives. Ils vont au public, c'est très bien, ils vont au privé, c'est très bien. À eux, en fonction de leur desiderata, de leur budget, de leur poste, de choisir. C'est une très mauvaise chose que d'avoir un enseignement supérieur public qui marche bien et un enseignement supérieur privé qui marche mal. Et c'est une très mauvaise chose d'avoir l'inverse. Le pire, c'est que les deux marchent mal. Le mieux, c'est que les deux marchent bien, bien sûr. Alors, en ce moment, est-ce que les deux ne marchent pas bien ou il y a l'un qui fonctionne mieux que l'autre? Je crois que si nous réussissons toutes les actions qui sont en cours au niveau de l'enseignement supérieur public, donc Denis Sassou Nguesso, qui sera un pôle d'excellence, qui sera une fierté pour la nation, si nous réussissons à remplir toutes les conditions, corps enseignant, qualité des programmes, ainsi de suite, l'environnement sera là. Si tout ce que nous sommes en train d'envisager aussi pour Mariam Wabi fonctionne, donc augmentation des capacités d'accueil en termes d'amphithéâtre, en termes de salles de classe, mais aussi restauration ou construction de laboratoires de recherche. Si nous réussissons le pari de la numérisation, nous aurons un enseignement supérieur public de qualité. Il faut absolument que l'enseignement supérieur privé prenne la même direction. C'est le challenge qu'on a avec eux. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'eux accepte de s'arrimer à la dynamique qui, j'espère, nous conduira vers l'excellence, et qu'ils acceptent aussi que s'ils ne la remplissent pas dans un délai qu'on définira ensemble, eh bien, soit les gens se regroupent, soit les gens ferment, ils vont faire autre chose, mais nous n'accepterons pas que, encore une fois, il y ait un enseignement supérieur à deux vitesses. Un qui marche bien, un qui marche mal, et encore pire, je vous l'ai dit, que les deux marchent mal. Donc, ça fait partie de mes défis. Ça fait totalement partie de mes challenges de faire en sorte que l'enseignement supérieur privé soit aussi de qualité. Certains Congolais attendent avec une certaine impatience l'ouverture de l'université Denis Sassou Nguesso. Quand est-ce que cette université ouvrira ses portes? Alors, d'après le planning qui nous a été communiqué par l'entreprise qui est chargée de la construction de cette université, planning qui a été approuvé par le gouvernement, nous travaillons à ce que la rentrée académique ait lieu en septembre 2017. Ça dépend d'un certain nombre de conditions qu'on doit réunir, mais nous travaillons à ce que ces conditions soient réunies. En septembre 2017, nous aurons une première phase où, je dirais, 60% à peu près des établissements seront ouverts. Une deuxième phase en 2018 où nous compléterons pratiquement le reste des établissements. Et en 2019, là, nous terminerons un certain nombre de fonctionnalités. L'université Denis Sassou Nguesso, c'est un grand projet. Le gouvernement a investi beaucoup d'argent dans ce projet, mais beaucoup de Congolais sont encore pessimistes parce qu'ils se disent est-ce que ça va marcher? Est-ce que nous aurons des enseignants de qualité pour cette université? Que répondez-vous à ces Congolais? Je crois qu'ils ont tort, puisque, vous savez, on a décidé de recevoir ici les Jeux africains. Les mêmes Congolais étaient très sceptiques. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on pourra terminer tous les ouvrages? Est-ce qu'on pourra réussir l'organisation? Et je crois que ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès, non pas de notre avis à nous, mais de l'avis de tous les collègues, de tous les amis, des athlètes qui sont venus de partout. Nous n'avons rien entendu de négatif sur aucun point. Aucun point. Sur le point des infrastructures, de leur qualité, de leur modernité, sur le plan de l'organisation des Jeux, sur le plan de la sécurité, rien. Nous n'avons pas entendu sur le point négatif. Donc, on arrive à réussir un certain nombre de paris. Et pourquoi, pour l'université, on aurait le moindre doute? Je vous dis que le projet a été confié au professeur Obenga. Je pense que c'est l'un de nos plus prestigieux professeurs dans ce pays.
qui a une expérience internationale. Il a été aussi SIVA au Gabon, il a enseigné aux États-Unis. Donc, on peut, je crois, faire confiance à ce genre de compétences. Est-ce que les enseignants de qualité sont là? Oui, ils sont là, je vous l'ai dit. Vous savez, le Congo appartient au CAMES aujourd'hui, qui couvre donc l'essentiel de l'Afrique noire. C'est un espace au sein duquel les règles sont extrêmement strictes en matière d'accession aux grades qui concernent l'enseignement. Les grades quand les enseignants congolais sont délivrés par le CAMES. Et donc, les enseignants congolais qui ont mérité d'être maîtres assistants, d'être maîtres de conférences, de devenir professeurs titulaires, l'ont été parce que le CAMES, dans des concours qui concernent tous ceux qui sont membres du CAMES, leur ont permis d'accéder à ces grades. Ce n'est pas des grades de faveur, ce n'est pas des grades de complaisance. Donc oui, nous avons des enseignants de qualité. Le problème, pour moi, qui se pose aujourd'hui est à 2 niveaux, peut-être à 3. Le premier, c'est d'en avoir suffisamment. Nous avons un déficit. Donc, nous allons non seulement voir dans quelles conditions on peut recruter progressivement, je l'ai dit, nous allons sans doute engager un grand plaidoyer au niveau de la diaspora congolaise. Et il y a des Congolais de très bonne qualité dans l'enseignement qui sont dans plusieurs autres pays. Je l'ai dit aussi, nous allons essayer de les convaincre de revenir. Et si tout ça ne suffit pas, nous ferons appel à des formules qui existent dans l'enseignement supérieur. À savoir, oui, peut-être avoir des accords avec les pays avec lesquels nous travaillons, nous coopérons déjà pour qu'ils puissent nous envoyer des enseignants ou on puisse en échanger, qu'ils puissent nous envoyer des missionnaires. Donc, on sait. Et puis, j'ai envie de le redire avec force, la numérisation va moderniser même le mode d'enseignement. C'est-à-dire qu'avec l'accès à Internet, on peut être au Congo et recevoir un cours d'un professeur qui est en Inde, qui est aux États-Unis, qui est en France. Et il le fait comme s'il était devant vous. Vous posez des questions, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez. Il peut vous encadrer pour votre mémoire, pour votre thèse, sans problème. Donc, ça change complètement même la façon d'aborder la question des enseignants. Le deuxième problème que j'ai, donc j'ai dit c'est le déficit, le deuxième que j'ai, c'est voilà, de m'assurer que tous les enseignants vont effectivement s'arrimer au train du numérique, parce qu'il va devenir la norme. Mais je ne suis pas inquiet. Nous devons continuer à parler, nous devons continuer à expliquer, et puis ensuite, il y aura un certain nombre de mesures d'accompagnement pour que tous les enseignants rentrent dans la dimension du numérique qui va être partout dans l'enseignement. Donc, ce sont là mes quelques inquiétudes. Et puis, peut-être une troisième dernière, le président a dit haut et fort que nous devons travailler pour l'adéquation formation-emploi. Ça veut dire que nous allons déterminer, nous allons consolider, avec les autres ministères concernés, quels sont les emplois aujourd'hui au Congo de disponibles, quels sont les emplois qui seront disponibles demain, combien, dans quel domaine, dans quelle spécialité, et qu'est-ce qu'ils exigent comme qualification, comme compétence. L'université, l'enseignement supérieur, doit répondre à ça, doit fournir les compétences requises par les entreprises, publiques, privées, par les administrations. Il est possible que dans certains domaines, nous puissions manquer d'enseignants. C'est qu'on peut avoir du surplus dans certains domaines et un déficit dans d'autres. C'est ça qui m'inquiète. Et nous verrons alors à ce moment-là comment compléter ces déficits. Nous pouvons avoir énormément d'enseignants en histoire, en géographie, en biochimie, je ne sais pas. Et puis manquer d'enseignants, par exemple, en fiscalité pétrolière. On peut ne pas en trouver au Congo, c'est possible. Donc là, il faudra absolument, si nous voulons à tout prix former des fiscalistes pétroliers, et bien trouver d'enseignants. Donc il y aura des problèmes d'ajustement, mais ça ne se pose pas en termes de compétences, mais ça on le verra au fur et à mesure du travail qu'on va faire dans cette direction-là. Monsieur le ministre, lorsqu'on vous écoute parler, on sent que vous avez des belles perspectives pour l'université au Congo, l'enseignement supérieur au Congo. Mais aujourd'hui, les enfants vivant avec un handicap de surdité n'ont pas accès au baccalauréat. Donc, il s'arrête, la formation d'un enfant vivant avec un handicap de surdité au Congo s'arrête au BET. Tout simplement parce que la filière a été fermée dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez aussi pensé à ces enfants vivant avec un handicap de surdité? Si je vous dis qu'on a déjà pensé, je vous mentirai. Mais j'ai décidé de mettre en place, et ça va être officialisé bientôt, un groupe de travail qu'on appelle groupe de travail Marien Ngouabi 2025. C'est quelle université Marien Ngouabi voulons-nous pour l'année 2025, qui est l'échéance de notre prochain plan de développement. Ce groupe de travail devra faire des propositions
pour que l'université Marien Ngouabi, et il y aura le même groupe de travail pour Denis Sassou Nguesso. Il y aura le même groupe de travail pour les établissements d'enseignement supérieur privé. Quelle université, parlons de Marien Ngouabi, voulons-nous pour 2025? Ce groupe de travail devra formuler des propositions dans tous les domaines, y compris dans la prise en compte des populations dites vulnérables. Ça concerne les handicapés, ça concerne les peuples autochtones. Il devra aussi veiller à ce que la promotion du genre soit garantie au niveau de l'université, la protection des étudiants contre un certain nombre d'antivaleurs qui se pratiquaient, et j'espère que se pratiquent moins, de corruption, de concussion, de trafic d'influence. Donc tout cela sera intégré. Ça veut dire que ça aura un impact sur plein de choses, notamment sur les infrastructures. Oui, il faudra désormais concevoir l'accès aux salles de classe, aux laboratoires, aux amphithéâtres, qui soit possible, y compris pour un certain nombre de handicaps. Il faudra, oui, étudier cette question de ceux qui sont frappés de problèmes de surdité, comment on peut leur permettre d'accéder à des études supérieures, déjà au bac, parce que sans le bac c'est difficile de venir à l'enseignement supérieur, et ça on le fera avec mon collègue d'enseignement primaire et secondaire. Et une fois qu'ils ont le bac, eh bien nous devrons être capables de leur proposer des perspectives. Si je vous dis que tout ça existe aujourd'hui, non, je ne suis pas convaincu d'être sincère en disant ça, mais c'est clair que cela va entrer dans le cahier des charges de ce que nous devons faire, non pas dans 5 ans, mais que nous devons faire d'ici 6 mois, voire 3, pour que pour les 5 années à venir, eh bien, nous ayons un plan de développement, de modernisation, d'adaptation de l'université Marien Ngouabi qui lui permette d'entrer dans l'ambition que nous voulons exprimer à travers Denis Sassou Nguesso. Il faut que Marien Ngouabi se hisse au niveau de Denis Sassou Nguesso, pour tout dire. Parce que Denis Sassou Nguesso va arriver avec beaucoup de modernité. Beaucoup de choses seront intégrées, y compris peut-être ce que vous dites là. Mais nous devons faire en sorte que tout le système de l'enseignement supérieur se hisse au même niveau, parce que c'est tous les enfants qui doivent être bénéficiaires de cette modernité-là. Donc oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaillera. Aujourd'hui, l'université Marien Ngouabi est polluée par la corruption. Est-ce que vous avez créé les mécanismes pour arrêter ce système? Le premier challenge, c'est les valeurs. Il va falloir qu'on en parle. Il va falloir que je suis heureux parce que l'éducation civique va être réintroduite dans les cursus au niveau de l'enseignement secondaire. Il faudra que l'université se mobilise. Je l'ai dit, je ne le dis pas là pour l'émission, je l'ai dit dans mes réunions devant les enseignants, devant tous ceux qui administrent l'enseignement supérieur. Nous devons nous organiser pour que l'université d'enseignement supérieur réintroduise aussi, on verra par quel biais, est-ce que c'est les séminaires, des ateliers, ainsi de suite, ces questions de valeurs. Nous devons marteler la question des valeurs pour que, oui, ceux qui sortent ultra diplômés ou diplômés, eh bien, soient aussi porteurs de ces valeurs. Mais je crois que l'instrument, on va appeler ça de destruction massive de la corruption, de la concussion, ça s'appelle la numérisation. Nous avons le projet de tracer les étudiants, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que l'étudiant, il aura une carte, il aura un identifiant unique. Cette carte sera une carte protégée, biométrique ou à code barre, on verra. Tous les actes qu'il posera seront accompagnés de cette carte-là et de l'identifiant. Moyennant quoi, je crois que la tricherie sur la manipulation des documents, des notes, des ceci, des relevés, des diplômes, elle va s'arrêter. Parce que tout ça sera dans des bases de données, sera dans les data centers. Tous ceux qui en auront besoin seront interconnectés, nos ministères, pour les bourses, la scolarité, le rectorat, ainsi de suite. Nous n'aurons pas besoin que l'étudiant mène des papiers, ce ne sera pas nécessaire, on ira puiser directement la base de données, donc on ne pourra pas tricher. D'accord. Monsieur le ministre, vous insistez sur la numérisation de l'enseignement supérieur, mais ça fait des années qu'on nous parle de la fibre optique. On constate que c'est vrai que la connexion est rapide dans certaines administrations, mais ce n'est pas partout. Pour télécharger un cours aujourd'hui sur Internet, ça prend des heures et des heures. Mais qu'est-ce que vous fait dire qu'aujourd'hui, dans 2-3 ans, cela va changer? Alors d'abord, ça fait des années qu'on parle de la fibre optique, mais ce n'est que maintenant qu'elle rentre dans les maisons. Il faut relativiser les choses. Parce que pour connaître la fibre optique dans les maisons, dans les bureaux, il a fallu d'abord construire les infrastructures. Ça a pris du temps de les construire, c'est-à-dire se connecter au câble
qui passait dans l'océan devant le Congo, construire la station là, à Matumbi, construire la fibre optique depuis Pointe-Noire là-bas. Aujourd'hui, elle est arrivée jusqu'à Owando et elle va arriver à Ouesso. Puis ensuite construire des boucles dans les villes, et puis à partir des boucles, on commence à rentrer dans les quartiers. Donc non, ça fait pas longtemps qu'on parle de la fibre optique, c'est-à-dire ça fait pas longtemps qu'elle est disponible. C'est maintenant que l'on commence à amener la fibre optique dans les maisons. C'est maintenant. Il y a moins d'1 an que ça a commencé. Mais nous allons quand même, en tout cas dans le projet que nous envisageons, prévoir un doublon. Un doublon. C'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle en anglais un backup. C'est une solution de rechange. Je l'ai fait quand j'étais à la recherche. C'est-à-dire qu'à part la fibre optique, j'avais un VSAT, donc je pouvais recevoir aussi Internet par satellite. Donc pour l'université, on fera la même chose. On aura de la fibre optique qui est en cours d'installation, et nous nous battrons pour que, soit par nous-mêmes, nous ayons Internet par satellite, soit quand le projet de couverture nationale, qui est un deuxième projet, sera terminé, qui est en cours, eh bien, nous nous connecterons aussi à Internet par satellite. Donc on aura les deux pour garantir à la fois la qualité et la permanence du signal. Et à partir de ce moment-là, non, il n'y aura pas de problème. Je vous dis, dans 1 an, même pas, en fin novembre, la fibre sera connectée à l'université. Nous allons travailler sur tout ce qui est réseau, câblage, et je crois que premier semestre de l'année 2017, eh bien, l'université Marien-Ngouabi commencera à changer. D'accord. Monsieur le ministre, pour faire de cette émission une émission interactive, nous avons invité sur ce plateau quelques étudiants et un enseignant qui aimerait vous poser des questions de façon directe et sans langue de bois. Sans problème. Je suis Romaric Ouakira, étudiant à l'Institut supérieur d'édition. J'ai une question. Je voulais savoir, si on considère un étudiant comme un produit, comment comptez-vous faire de l'université Marien-Ngouabi une entreprise productive? La réponse se situe dans plusieurs éléments. Premièrement, bien sûr, il faut déjà que l'étudiant en question de produit soit choisi dans des bonnes conditions. Vous êtes à l'ISG, donc vous le savez, il y a un certain nombre d'établissements dits à concours. On fait le concours pour être sûr que ceux qui sont choisis là ont réellement la capacité à réussir les cursus qui sont proposés. À côté, bien sûr, il y a les facultés qui, elles, ne sont pas à concours, et nous devons étudier la question. Nous devons, pour les facultés, non pas instituer des concours, mais nous devons nous assurer que l'étudiant qui vient en faculté a été mis dans le cursus, la filière, qui lui permet réellement de réussir et de sortir de là en étant un produit de bonne qualité. Donc ça peut se faire par les tests, ça peut se faire par l'examen des dossiers, non pas pour refuser les étudiants, nous ne pouvons pas nous le permettre aujourd'hui, mais pour mieux les orienter et ne pas laisser l'étudiant choisir à la faculté ce qu'il veut parce que bon, c'est ouvert et ainsi de suite. Mais avec les établissements à concours, au moins ce problème est réglé par le concours, au point que le nombre d'étudiants admis est lié à la capacité d'accueil de l'établissement. Il n'y a pas de pléthore dans ces établissements-là pour que nous n'ayons pas ce problème-là. Première chose, donc les conditions d'entrée. La deuxième, c'est clair, c'est à la fois la qualité des enseignants et la qualité des parcours, des filières, des programmes qui sont proposés. Sur la qualité des enseignants, j'ai déjà longuement parlé. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ce qui peut m'inquiéter, c'est qu'ils ne s'adaptent pas au numérique, par exemple. Et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui peut m'inquiéter, c'est que nous n'ayons pas assez dans certaines filières. Bon. Donc, reste la qualité des programmes. Vous êtes à l'ISG, eh bien, j'ai déjà annoncé, mon ambition, c'est que l'ISG devienne une grande école de commerce ou une grande école de gestion. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. Et on sait ce qu'il faut faire pour ça. Il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de standards, un certain nombre de normes qu'il faut respecter. En général, on y parvient en travaillant d'abord en s'appuyant pour nous sur le CAMES, qui a le mérite d'exister dans l'espace auquel nous appartenons, mais aussi en s'appuyant sur des partenariats avec d'autres écoles dont le succès est avéré. Vous parlez des antivaleurs quand l'étudiant est déjà au sein de l'université. Ne pensez-vous pas qu'à la sélection, lors du concours, il y a des antivaleurs, il y a la corruption? Aujourd'hui, quand on fait un concours, le nom est caché. Quand on corrige, le nom est caché.
quand on sélectionne le nom est caché, et c'est quand on a fini tout ça qu'on sort les noms. Il faut savoir que c'est fait comme ça. Bon, peut-être que malgré tout, il y a encore la tricherie, on verra. Mais un jour, tout ça ne sera presque plus possible parce que nous aurons tellement modernisé que ce sera plus possible. Donc, j'espère qu'au niveau de la sélection, nous allons réussir à effacer toute possibilité de tricherie. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Vumbo Matumona, je suis enseignant à l'université. Vous parlez de la numérisation, qui est une très très bonne chose, parce qu'au sein de l'université, c'est parmi des projets qui existent déjà depuis un moment, mais qui malheureusement n'aboutissent jamais. Il y a eu entre-temps le projet CauseLearn, qui était vraiment soutenu, mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Comment pensez-vous aujourd'hui, non seulement qu'il y a le matériel, mais il y a aussi l'homme. Alors, comment pensez-vous donc amener les hommes, qui sont les enseignants, que sont les non-enseignants au sein de l'université Mariengouabi, au domaine du numérique? Parce qu'il y a peut-être avant à les former. Alors, comment pensez-vous donc les amener à adhérer au numérique, à adhérer au fait que leurs cours soient mis en ligne, à adhérer au fait que leurs cours soient scénarisés le plus correctement possible pour que les étudiants puissent les avoir partout où ils peuvent aller? C'est un projet, bon, c'est un mot qui est un peu de source anglaise, c'est un projet holistique. C'est un projet qui intègre tous les acteurs, les enseignants, les non-enseignants, les étudiants, le ministère et l'université Mariengouabi aujourd'hui et toutes les universités demain. C'est ça qui change. C'est une démarche qui est, je dirais même, totale. On va créer les conditions pour que chacun n'ait d'autre choix que de s'arrimer au numérique. On va rendre Internet disponible, de bonne qualité, au débit. On va le rendre disponible partout. On va câbler tous les établissements de Mariengouabi. On va câbler évidemment le rectorat, il est en partie, on va le câbler totalement. On va interconnecter les établissements entre eux et avec le rectorat. On va fournir les ordinateurs à tous les enseignants. À terme, on fournira des tablettes à tous les étudiants. On va développer des fonctionnalités qui concernent la scolarité, la gestion des bourses et ainsi de suite, toutes ces choses-là. On va rendre disponible l'environnement numérique. On travaille avec une société qui va donc permettre à n'importe qui, grâce au Wi-Fi, d'avoir accès à tout ce que l'on sait, qui est disponible partout, Facebook, WhatsApp, ainsi de suite, Viber et tout. On va créer les conditions pour pouvoir stocker les données, soit avec des bases de données physiques, soit avec donc des serveurs dans un premier temps, soit avec un gros data center, soit avec ce qu'on appelle le cloud, donc des espaces de stockage virtuel. Ma question, c'est de savoir à quand l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur au Congo? À quand les cellules qualité au niveau de l'université Mariengouabi, au niveau des établissements d'enseignement supérieur privés, au niveau de notre pays, le Congo? Et comment est-ce que vous pensez impulser cet élément qui est essentiel pour que l'enseignement supérieur puisse nous donner, comme le disait tout à l'heure l'étudiant, des produits de qualité, étant donné que nous avons déjà le LMD qui lui-même essaie d'assurer des éléments de qualité. Mais comment est-ce que vous pensez impulser l'assurance qualité au niveau de notre alma mater? J'ai nommé un coordonnateur du projet Assurance Qualité au Congo, avec comme objectif de créer assez rapidement une agence d'assurance qualité. Mais avant d'en arriver à l'agence d'assurance qualité, il y a beaucoup d'autres conditions à remplir. D'abord, il faut sensibiliser. Il faut que les gens l'acceptent. Il faut que les gens s'y engagent. Dans la plupart des pays où on a engagé la démarche assurance qualité, les universités publiques ont refusé d'y adhérer, considérant qu'elles n'avaient pas besoin de ça parce qu'elles étaient déjà assez qualité et que ça devait s'appliquer uniquement à l'enseignement supérieur privé. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut donc arriver à ce que tout le monde adhère. Ensuite, il faut former les gens à cela. Et puis, ensuite encore, il faut créer le référentiel. Parce qu'il faut un référentiel. On dit qualité, mais ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quelles normes? C'est quels standards? C'est quelles exigences? Comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un, pour donner une image, c'est comme pour les hôtels, il est 3 étoiles ou il est 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est par rapport à quels critères et par rapport à quelles normes, à quels standards. Donc, il faudra créer ça.
Il faudra créer ce référentiel. Il faudra que ce référentiel soit accepté par tout le monde. Il faut que tout le monde le connaisse. Et puis ensuite seulement, quand il y a l'agence, elle est simplement chargée, de s'assurer des conditions dans lesquelles la qualité est exécutée, comment elle est mise en œuvre, et puis 2, c'est elle qui donnera les points à chacun. Donc on saura que telle université, entre guillemets, elle est 3 étoiles, celle-là, elle n'est pas 3 étoiles, elle est 5 étoiles, celle-là, au contraire, elle est 1 étoile, ainsi de suite. Donc c'est une obligation, c'est un long processus. Nous allons démarrer dès 2016, je vous dis, on met en place un coordonnateur et il va mettre en place un gros projet pour ça. Si nous fonctionnons bien, peut-être que dès l'année prochaine, l'agence d'assurance qualité congolaise verra le jour. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans l'autodénigrement avec des slogans comme tricher pour réussir, lire pour comprendre. Qu'est-ce que vous allez faire pour éradiquer cette envie-là de travailler moins? Quand les gens verront que ce n'est qu'au mérite qu'on a la note, ce n'est qu'au mérite qu'on a le diplôme, ce n'est qu'au mérite qu'on a la bourse, déjà, il y en a beaucoup qui vont réfléchir. Mais j'espère surtout que quand on aura fait tout ça, nous aurons réussi à créer les conditions d'adéquation formation-emploi, qu'il y aura de plus en plus d'étudiants diplômés de nos universités, Marien Gombe aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso demain, qui auront du travail et du bon travail, et qui l'auront de plus en plus facilement. Quand ils verront tous leurs camarades réussir, ceux qui se sont accrochés, qui n'ont pas trompé dans ce genre de slogan, qui ont pris à cœur leur travail, quand ils verront cette différence, ce clivage se faire, j'espère que ceux qui viennent derrière vont réfléchir à 2 fois sur le choix. Monsieur le ministre Abouna Itua, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité.